Good afternoon. Welcome back. I hope you're all well fed and well caffeinated and keen to start the second half. Did anyone get a chance to go and see the exhibition? Oh, good. Oh, good. You're all so very keen. This is heartwarming. So we're going to be very Teutonic about things and start right now on time. Just to remind you, we're recording the afternoon's events as well, including the questions. So I would ask you to use the microphones. So the format of this session will be like the others. We will have the three speakers present in turn, and then we will have an opportunity to ask questions. So right away, I will introduce our first speaker. It's Hans-Jürgen Lusenbrink, professeur à l'Université des Arts Brücken en Allemagne et chaire des études culturelles romaines et de communication interculturelle, directeur de la section canadienne-française de la Gesellschaft für Kanada-Studien et co-directeur de l'École doctorale internationale Diversité. Ses domaines de recherche sont le transfert culturel européen et le monde non européen, du 18-20e siècle, l'encyclopédisme des Lumières et les almanachs de large circulation. Ces derniers livres sont les livres amis du peuple, les almanachs québécois depuis 1767 à nos jours, publiés à Québec en 2014, et Jesuits Accounts on the Colonial Americas, publié en Toronto en 2014 aussi. Félicitations, deux livres en un an. Et son discours était intitulé « Célébrer Voltaire en 1791, questionnement de relecture de la panthéonisation d'une père de la Révolution française ». Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais présenter en 30 minutes ces 4 points que vous voyez ici. Donc, je vais commencer par un premier point qui s'appelle « Voltaire panthéonisé, un changement symbolique de pouvoir ». Une gravure vendue dans les rues de Paris et datant de l'été 1791 met en scène, en utilisant le langage iconographique radical de l'époque, un changement de pouvoir symbolique. Elle fait apparaître l'écrivain Voltaire trônant sur un socle placé devant le temple de la gloire nationale, le Panthéon, comme souverain triomphant, prenant symboliquement la place du roi Louis XVI, placé à ses côtés, et violemment jeté à bas de son piédestal par un coup de pied donné par une allégorie de la renommée soufflant dans une trompette. Cette gravure fait référence d'abord à la fuite du roi, arrêté à Varennes avec sa famille quelques jours auparavant, le 21 juin 1791, et ramené comme quasi-prisonnier à Paris, un événement qui a discrédité brutalement la monarchie française aux yeux de l'opinion publique. Et elle fait également référence à la panthéonisation de Voltaire le 11 juillet 1791, 3 semaines plus tard donc, au transfert de la dépouille mortelle du philosophe dans le nouveau temple réservé aux grands hommes de la patrie. La gravure renvoie donc à l'image d'un changement de pouvoir symbolique, d'un déplacement du pouvoir traditionnel sacralisé, détenu par le roi, vers un pouvoir politique et intellectuel régnant désormais sur l'opinion publique et guidant les représentants du peuple, incarnés à travers le personnage du philosophe Voltaire. Dans un renversement radical de la hiérarchie des symboles de l'Ancien Régime, le roi Louis XVI est représenté et explicitement désigné sur la gravure comme un traître, je cite,
il y a différentes citations, comme vous voyez, un monstre détestable, un épouvantail pour l'humanité, et par contre, le philosophe historien Voltaire, figure de proue avec Rousseau du mouvement des Lumières, accusé de traîtrise et enfermé à la Bastille par Louis XV, se voit auréolé d'une couronne de gloire et désigné comme un homme immortel auquel la patrie doit rendre un hommage suprême. Cette mise en opposition symbolique entre Voltaire et Louis XVI peut paraître de prime abord assez surprenante. Voltaire avait été, en effet, non seulement un historiographe officiel de la France et avait accepté avec plaisir d'être accueilli dans les milieux aristocratiques des cours de Potsdam et de Lunéville en particulier, et il se montra, comme on sait, plutôt indulgent à l'égard de l'absolutisme français et en particulier du règne de Louis XIV. Le journaliste Fréron Fils, électeur de la section du Théâtre français par exemple, a fait remarquer dans son journal L'Orateur du peuple que l'on pourrait, je le cite, reprocher à la mémoire de Voltaire d'avoir encensé Pompadour, Dubarry, appelé Louis XV Trajan et outragé Jean-Jacques Rousseau. Mais à y regarder de plus près les débats et réactions autour de la panthéonisation de Voltaire, on constate néanmoins un large consensus, malgré des voix dissidentes, notamment de la part du clergé, et des opinions contraires basées sur l'image d'un Voltaire côtoyant le pouvoir royal sans prendre les distances nécessaires par rapport à lui, comme il sut le faire par rapport à l'institution cléricale. Une partie du public s'étonna toutefois, lors de la translation des cendres de Voltaire au Panthéon, que cet honneur n'ait pas été accordé à d'autres philosophes, comme le souligna Duquesnoy dans son journal « L'ami des patriotes » ou « Le défenseur de la Révolution ». Je cite, « Puisqu'on parle de lettres et de philosophie, il m'est impossible de ne pas rappeler ici les honneurs qui leur ont été accordés dans la personne de Voltaire. Je ne sais pourquoi l'on s'en est offensé. Rousseau, Mably, Montesquieu le méritaient peut-être autant, plus même si l'on veut. Je veux croire qu'ils ont fait à la liberté de meilleurs amis, mais Voltaire en a fait de plus nombreux. » Fin de citation. Comme on le verra par la suite, ce ne fut pas l'historien Voltaire, l'auteur de l'essai sur les mœurs, de l'histoire de Charles XII et du siècle de Louis XIV, et non plus le Voltaire des contes philosophiques, de Candide et de l'Ingénu, ou encore celui des lettres anglaises et des dictionnaires philosophiques, qui fut célébré en 1791, mais bien l'auteur dramatique Voltaire, en particulier celui des tragédies Brutus et la mort de César, puis dans une moindre mesure Zahir et le fanatisme ou Mahomet le prophète, ainsi que le défenseur engagé et virulemment anticlérical de Calas, de Montbailly, de Sirven et du Chevalier de la Barre, qui fut célébré en 1791. Celui que Paris célèbre en 1791, c'est, selon l'expression de Mona Ouzouf, je cite, « l'infatigable combattant de la justice et de la liberté ». Deuxième point, les funérailles d'un philosophe roi. La demande de transfert des cendres de Voltaire de l'ancienne abbaye de Célières, proche de Romilly, dans le département de l'Aube, vers le Panthéon, s'inscrit dans un horizon d'attente plus large, celui de créer un nouveau canon de figures d'identification nationale. Mais elle est due d'abord à la contingence de la vente de l'ancienne abbaye dans laquelle la dépouille de Voltaire avait trouvé une sépulture chrétienne, après bien des péripéties et grâce à l'habileté de son neveu, l'abbé Mignot. La dépouille mortelle du patriarche de Ferney avait été convoitée suite à la vente de l'ancienne abbaye, à la fois par la commune de Romilly, par le Club des Amis de la Constitution de Troyes et par la ville de Paris, où Voltaire était né en 1694 et où il décéda en 1778. La municipalité de Romilly, afin d'éviter un possible partage des restes de son corps,
s'adressa début mai 1791 à l'Assemblée nationale constituante et lui suggéra de transférer la dépouille mortelle de Voltaire dans l'ancienne église Sainte-Geneviève, transformée en Panthéon national au printemps de l'année 1791. Cette proposition fut débattue à la Constituante le 30 mai 1791 et adoptée à l'unanimité. Le débat qui suivit, ce vote témoigne de la grande renommée de Voltaire et aussi de l'appropriation spécifiquement révolutionnaire de sa personne et de son œuvre. Au nom du comité de constitution, Pierre-François Gaussin, député du tiers-État de Bar-le-Duc à l'Assemblée nationale, présenta le projet de loi stipulant que Voltaire était, je cite le texte de la loi, digne de recevoir les honneurs décernés aux grands hommes. Gaussin considère, dans son discours du 30 mai 1791, la panthéonisation de Voltaire à la fois comme une réparation, c'est le mot qu'il utilise, du tort que lui avait été infligé en rejetant, après sa mort en 1778, sa dépouille hors de la capitale, et comme une éclatante reconnaissance de l'impact de son œuvre en France et dans l'Europe entière. Je prends juste le début de cette citation. Le titre de grand a été donné à Voltaire vivant par l'Europe étonnée. Mort, toutes les nations le lui ont consacré, et quand tous ses détracteurs ont péri, sa mémoire est devenue immortelle. Initialement prévu pour le 4 juillet 1791, mais repoussé d'une semaine à cause de la fuite du roi Louis XVI, la cérémonie de la translation du corps de Voltaire au Panthéon fut organisée au nom de l'Assemblée nationale constituante par le peintre Jacques-Louis David et par Jacques Sellerier, architecte fortement influencé par l'esthétique de la Rome antique et futur directeur du Théâtre des Arts. La procession solennelle s'ébranla le matin d'été pluvieux du 11 juillet 1791 à partir de la place de la Bastille, où le sarcophage de Voltaire avait été déposé pendant la nuit précédente, emprunta les grands boulevards, passa devant l'Opéra et le Théâtre de la Nation pour arriver enfin au Panthéon, au cœur du quartier latin. Elle se composait essentiellement de 5 éléments différents. Tout d'abord, des délégations de la cavalerie, donc des délégations militaires, suivies d'un orchestre militaire et de fantassins munis de baïonnettes. En second lieu, des délégations des sociétés patriotiques de Paris. Troisièmement, un groupe très hétérogène, composé de représentants de la vie culturelle, des écrivains, des architectes, entre autres, parmi les écrivains, il y avait La Harpe, des sculpteurs, des journalistes, des comédiens, des peintres, censés mettre en lumière l'importance de l'art et de la littérature dans la nouvelle nation née de la Révolution française. En quatrième lieu, une délégation des vainqueurs de la Bastille, ayant à leur tête Pierre-François Pallois, le démolisseur de la Bastille, portant des chaînes, des boulets et des cuirasses trouvés lors de la prise de la forteresse, ainsi qu'un brancard sur lequel était posée une sculpture représentant la Bastille en miniature. Au centre de la procession se trouvait enfin le sarcophage de Voltaire, dessiné par Sellerier, posé sur un char de triomphe tiré par 12 chevaux gris-blanc, attelés sur 4 de front et conduit par des hommes vêtus à la manière antique. Ce char triomphal était recouvert de plusieurs inscriptions, parmi lesquelles on pouvait lire par exemple, en référence au combat de Voltaire contre l'arbitraire de la justice d'Ancien Régime, « Il a vengé Calas, Sirven et Montbailly, puis, poète, philosophe, historien, il a fait prendre un grand essor à l'esprit humain et nous a préparés à devenir libres. Et ensuite, si l'homme est né libre, il doit se gouverner. Ou encore, si l'homme a des tyrans, il doit les détrôner.
Sur la face de devant du sarcophage étaient inscrits les mots « Aux mains de Voltaire » et sur la face opposée fut placée la phrase tirée de la pièce « Le fanatisme ou Mahomet le prophète » de Voltaire, qui fut par la suite aussi mise en image dans l'iconographie révolutionnaire. Les mortels sont égaux, ce n'est pas la naissance, c'est la seule vertu qui fait la différence. Sur les deux faces latérales du sarcophage se trouvaient les deux citations suivantes tirées de la tragédie Brutus de Voltaire, qui fut l'une des pièces emblématiques du répertoire théâtral de l'époque révolutionnaire et connut un succès particulier en 1790 et en 1791. Il faut aimer les lois, il faut en être esclave, emporter tout le poids, qui veut les violer n'aime pas sa patrie. Ainsi que cette exclamation aussi tirée du Brutus de Voltaire, « Dieu, donnez-nous la mort plutôt que l'esclavage ». Derrière le sarcophage de Voltaire suivaient 4 brancards sur lesquels était placé le buste de Voltaire, ainsi que ceux représentant d'autres personnages ayant aussi mérité les honneurs de la patrie, en l'occurrence Jean-Jacques Rousseau, Mirabeau et l'officier de Sille, mort en martyr patriote en 1790, ainsi qu'une représentation des œuvres complètes de Voltaire éditées par Beaumarchais, placé dans un magnifique coffre en bois doré qui fut donc aussi promené à travers les rues de Paris. La cérémonie se termina ce 11 juillet 1791 au bout de 8 heures de marche à travers la capitale, à 22 heures au Panthéon où le sarcophage de Voltaire fut déposé auprès de celui de Mirabeau. La plupart des comptes rendus de l'époque, comme celui paru le 13 juillet dans la Gazette nationale, soulignèrent le fait que cette cérémonie a été une véritable fête nationale, où une foule innombrable avait rendu hommage au grand philosophe et applaudi, je cite, « les divers corps qui composaient la marche et qui représentaient les forces vives de la Nouvelle-France révolutionnaire ». 2 absences notables sont révélées par certains comptes rendus lors de cette cérémonie de panthéonisation de Voltaire. L'absence, d'une part, du roi Louis XVI, qui, lui, était resté ce 11 juillet 1791, cloîtré au château royal des Tuileries et demeura à l'écart de l'immense foule qui peuplait les rues. Je cite le journal Révolution de Paris, « Les hôtes de ce château, placés derrière une jalousie, contemplèrent à loisir ce spectacle si étrange pour eux, et ce moment ne fut pas le plus agréable de leur vie. Louis Capet prenait toutes les précautions pour voir sans être vu. Les applaudissements donnés à Voltaire lui causaient des terreurs paniques. Il lui semblait déjà voir le peuple fondre dans les Tuileries, s'emparer de sa personne inviolable et l'obliger à suivre à pied le char triomphal de compagnie avec sa chaste moitié, donc Marie-Antoinette. Et les contemporains ne pouvaient certes pas s'abstenir d'établir des parallèles entre cette entrée triomphale des cendres de Voltaire à Paris et le retour honteux, à peine 3 semaines auparavant, de Louis XVI et de sa famille dans la capitale après leur tentative de fuite où ils furent accueillis par une foule également innombrable, sans applaudissements, mais au contraire dans un silence glacial à peine interrompu par quelques cris, non pas de « Vive le roi », mais de « Vive la nation ». Les contemporains constatèrent aussi avec surprise, et pour certains avec indignation, l'absence de toute participation du clergé à cette cérémonie pompeuse de funérailles, dans le cadre du cortège aussi bien qu'à l'arrivée du sarcophage au Panthéon même. Un fait radicalement nouveau et inédit, voire inouï, pour une fête publique qui se voulait nationale. 3e point, tradition réappropriée et contingence événementielle. La célébration de la translation des
Cendres de Voltaire au Panthéon s'inscrit dans un horizon d'attente déterminé par des traditions de moyenne et de longue durée. Mais il vient s'insérer également dans une conjoncture événementielle très spécifique, celle du printemps et du début de l'été 1791. La volonté politique et dans une certaine mesure le désir collectif de créer un nouveau canon de figures d'identification nationale qui remplacerait ou supplanterait le canon hérité des figures royales, aristocratiques et ecclésiastiques dans lesquelles s'insérait le projet de la panthéonisation de Voltaire et sa réalisation en juillet 1791, n'est pas propre à la France, mais recouvre une véritable dimension transculturelle que je ne veux pas détailler ici je ne peux pas mentionner ici dans le détail. Cette nouvelle dimension renvoie effectivement d'une part à un processus de transformation de la mémoire collective qui s'est étendu sur une durée de plus de 200 ans, et finalement depuis la Renaissance, et a profondément modifié la mémoire culturelle de presque toutes les sociétés européennes en créant de nouvelles figures d'identification nationale. Parmi ces nouvelles figures d'identification, les écrivains, aux côtés des savants et des militaires, occupèrent d'emblée une place prépondérante. Il faudrait, pour détailler cela, mentionner les éloges des grands écrivains, les statues érigées aux grands écrivains depuis la Renaissance, mais notamment au XVIIIe siècle. Il faudrait mentionner des phénomènes comme la construction du Temple of British Worthies, dans le parc de Stowe en Angleterre, etc. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes qui montrent qu'il y a une transformation de la mémoire collective et des figures d'identification. Il faudrait mentionner aussi les almanachs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. En général, dans les almanachs, pour chaque jour, il y avait les noms des saints, et on va apparaître pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Allemagne, en France, en Angleterre et ailleurs, des almanachs qui remplacent les noms des saints par d'autres noms de grandes figures nationales. Ça apparaît dans les années 1760-1780. La fondation du Panthéon comme temple des grands hommes de la patrie en avril 1791 à Paris transforma enfin ce processus de canonisation rhétorique, donc, qui s'étale sur une plus longue période depuis la Renaissance, en une sorte d'œuvre d'art globale. En allemand, il y a le joli nom de Gesamtkunstwerk pour cela, revêtant des traits sacrés ou parareligieux dans laquelle furent utilisés les médias de représentation les plus divers: l'art oratoire, l'écriture, la statuaire, la procession sécularisée, le scénique théâtralisé, le chant et l'iconographie. Tout cela est présent dans la translation des Cendres de Voltaire au Panthéon. Citation, tout semblait disparaître, tout était effacé devant le tableau majestueux qui suivait et qui représentait en quelque sorte l'immortalité arrivant sur son char. Pouvait-on lire par exemple, à propos de la translation des Cendres de Voltaire, dans la Feuille villageoise, une périodique populaire pendant la Révolution française, un corps de musique vocale et instrumentale, ayant des instruments d'une nouvelle forme et chantant des hymnes nouveaux, transportait en quelque sorte l'imagination dans une sphère poétique et réparait l'illusion théâtrale et répandait l'illusion théâtrale autour du char qu'il précédait. Ce char portait le sarcophage ou le cercueil de Voltaire. D'autre part, la panthéonisation de Voltaire met en lumière le lien étroit entre politique mémorielle et pédagogie nationale. Voltaire ne devint pas seulement le 11 juillet 1791 la figure symbolique d'une nouvelle France régénérée, remplaçant le roi, en quelque sorte, préfigurant une république éclairée et laïque, mais son œuvre fut également hissée au rang de nouveaux canons littéraires censés devenir, selon la volonté politique des dirigeants de l'époque, le patrimoine culturel commun à tous les Français.
Sa pièce Brutus, par exemple, qui dépeint en héros l'adversaire et le meurtrier du dernier tyran romain, Tarquin, fait partie des 6 tragédies nationales que la Convention, par décret du 2 août 1793, imposa à tous les théâtres français de jouer 2 ans après la panthéonisation de Voltaire, afin de renforcer ainsi le sentiment d'appartenance nationale et les sentiments républicains au sein du peuple français. Même si la cérémonie du 11 juillet 1791 reprit nombre d'éléments propres aux funérailles des rois d'Ancien Régime, comme le cortège signifiant que le défunt faisait corps avec la nation, le sarcophage, le cercueil exposé pendant la nuit sur un catafalque et visité par une foule admiratrice. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui rappellent les funérailles royales. Peut-être certains parmi vous ont eu l'occasion de voir la magnifique exposition La mort du roi à Versailles. J'ai eu l'occasion de la voir, où on voit très bien une certaine continuité des rites. Malgré ces continuités, il s'agit néanmoins d'un spectacle nouveau de la première fête républicaine, ce sont les citations, en France, comme le reconnurent de nombreux contemporains. Le conflit entre les nouveaux pouvoirs et le clergé, notamment depuis mars 1791, et la publication par le pape Pius VI de l'écrit Quod aliquantum, qui rejeta la constitution civile du clergé, ainsi que la tentative de fuite du roi et de sa famille arrêtés à Varennes, avait profondément ébranlé les bases de légitimation consensuelle du régime révolutionnaire qui s'était établi entre 1789 et 1791. Mirabeau et surtout Voltaire, que vous voyez ici ensemble, les premiers grands hommes transférés au Panthéon, apparurent dans ce contexte comme des figures d'identification susceptibles de fournir le noyau d'une nouvelle base de légitimation du pouvoir révolutionnaire. Dernier point, lire et célébrer Voltaire dans une société semi-alphabétisée. Comment l'immense foule des spectateurs du cortège funéraire du 11 juillet 1791, que certains contemporains estimaient à 400 000 personnes, a-t-elle pu percevoir et interpréter cette cérémonie et son protagoniste, le philosophe Voltaire? Ou, autrement dit, comment, dans une société semi-alphabétisée, 30% des Français de l'époque seulement savaient lire et écrire, et où les œuvres imprimées de Voltaire n'atteignirent qu'une mince couche de lecteurs, probablement pas plus de 2 à 3% des Français de l'époque, Voltaire a-t-il pu être lu? D'abord, certes, à travers le rituel grandiose, fortement visuel, puis aussi à travers des scènes de rue très théâtralisées qui faisaient partie du cortège, comme celle qui se déroula devant la maison de Charles de Villette, l'hôte de Voltaire en 1778, lors de ces derniers jours où Madame de Villette accueillit dans l'après-midi du 11 juillet 1791 les filles de Jean Calas qui étaient présentes, vêtues tout de blanc, versant des larmes d'émotion et rendant grâce au grand écrivain d'avoir défendu et réhabilité leur père en 1765. La mise en scène de la cérémonie de panthéonisation utilisa pour l'essentiel le même type de code déjà existant, bien adapté à une population largement analphabète, en reprenant les rites de funérailles royales de l'Ancien Régime, tout en les pourvoyant toutefois d'une signification radicalement neuve et différente. Voltaire fut ensuite lu, entre guillemets, ou plutôt perçu et imaginé à travers les chansons circulant sur lui dans les rues de la capitale, puis aussi en province, comme cet hymne sur la translation du corps de Voltaire au Panthéon, composé par Marie-Joseph Chénier sur une musique de Gossec, dont les brèves paroles pouvaient être facilement mémorisées. Et enfin, Voltaire fut aussi lu à travers les maximes et sentences
extraites de son œuvre, inscrites sur son sarcophage, que je viens de citer, sur de multiples bannières portées par les différents groupes au sein du cortège funéraire, et même sur les murs des maisons le long de la route du cortège, comme sur celle de Charles de Villette, où l'on pouvait lire « Son esprit est partout et son cœur est ici ». Lu et répété à haute voix, selon les journaux de l'époque, par la foule entourant le cortège, comme des slogans philosophico-politiques et moraux, ces maximes et sentences formaient une sorte de catéchisme populaire voltairien rendu au grand public, soulignant essentiellement son engagement intellectuel dans de grandes causes célèbres face à l'Église catholique et aux abus du pouvoir absolutiste. Lire, comprendre et célébrer Voltaire en 1791 signifiait ainsi, dans ce contexte historique précis, essentiellement voir son œuvre et admirer sa personne. Le rituel fortement théâtralisé de la cérémonie du 11 juillet 1791 y contribua tout autant que les représentations théâtrales, notamment celle de la pièce Brutus, à travers lesquels Voltaire était devenu, à partir de novembre 1790, partout en France, un véritable auteur dramatique populaire, atteignant aussi un public en partie analphabète. Les comptes rendus de la pièce Brutus témoigne d'une intense interaction entre les acteurs et le public qui entonnaient des chansons révolutionnaires avant la pièce, pendant les entr'actes et à la fin de la pièce, comme Ça ira ou Malbrou s'en va en guerre, couronnaient souvent le buste de Voltaire directement sur la scène, comme ce fut le cas à Paris et à Dijon, et faisaient aussi répéter aux acteurs des vers de la tragédie, tels des slogans politiques. Ces mêmes slogans qui seront inscrits sur le char triomphal de Voltaire et les bannières portées lors de la célébration du 11 juillet 1791. Je cite, j'ai tout un dossier assez volumineux sur la réception de la pièce Brutus, et là je prends juste un exemple, c'est la Chronique de Paris du 18 novembre 1791. Jamais illusion n'a été plus complète, note ainsi la Chronique de Paris à propos de la représentation de la pièce Brutus le 17 novembre 1790. Les spectateurs étaient autant de Romains, tous croyaient avoir part à l'action au moment où Brutus a dit « Dieu, donnez-nous la mort plutôt que l'esclavage », les cris, les applaudissements ont été si violents qu'on croyait que la salle allait s'écrouler. Il s'est élevé un nuage de poussière si épais qu'on ne voyait plus les acteurs. On a fait répéter, les cris ont redoublé et manifesté la ferme détermination de tous les cœurs. Fin de citation. Il y aurait beaucoup de comptes rendus à citer qui montrent cette interaction, cette participation du public lors des représentations, notamment de la mort de César et de Brutus. Les dirigeants révolutionnaires, les élites sociales, mais aussi le grand public, célébrèrent donc ensemble ce 11 juillet 1791 en Voltaire, l'écrivain et philosophe critique, un sujet libre, je cite Michel Foucault, se réclamant de l'universalité de la loi juste et se voulant la conscience de tous, qui représenta à son époque le prototype même de l'intellectuel engagé et sa première inscription dans l'espace public de la modernité. Merci beaucoup.